Salut à tous. Le blocus américain de l'Iran vient d'être prolongé. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, affirme que les États-Unis peuvent maintenir indéfiniment le blocus du détroit d'Ormuz, expliquant que les États-Unis feront entrer et sortir les navires par rotation, comme ils le font déjà, et qu'ils continueront ainsi. Apparemment, le mot indéfiniment devient beaucoup plus rassurant lorsqu'il est accompagné d'un calendrier de rotation navale. La guerre des mots sur la question de savoir qui contrôle actuellement le détroit d'Ormuz est devenue assez surréaliste. Le blocus naval américain est pleinement en vigueur. Il vise bien sûr à empêcher les navires iraniens ou liés à l'Iran de traverser le détroit. À la suite de ce blocus, le président Trump affirme que les États-Unis exercent un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, qu'il pense que les États-Unis vont le conserver et que le blocus naval est décrit par tout le monde comme un mur d'acier face auquel l'Iran ne peut rien faire. Quand les deux camps annoncent qu'ils exercent un contrôle total, même la réalité semble avoir besoin d'un contrôleur de la circulation. L'Iran insiste sur le fait qu'il peut faire beaucoup de choses et qu'il est déjà en train de les faire. Sa position est que le détroit d'Ormuz, comme auparavant, demeure sous la gestion et le contrôle complet de la République islamique d'Iran et qu'aucun navire commercial ni pétrolier ne peut ou ne pourra traverser le détroit en toute sécurité sans l'autorisation et la supervision des puissantes forces armées iraniennes. Ainsi, le même passage maritime semble maintenant avoir deux propriétaires, ce qui constitue une performance remarquable, même selon les normes diplomatiques. Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, affirme qu'environ 9 millions de barils de pétrole par jour traversent le détroit. C'est à comparer aux quelques 20 millions de barils qui y transitaient avant le début de la guerre. Le secrétaire Wright affirme que plusieurs millions de barils supplémentaires passent par d'autres moyens, notamment par des pipelines. Mais il est clair que tout le monde parle actuellement du détroit d'Ormuz. L'objectif déclaré de la guerre au départ, empêcher l'Iran d'obtenir un jour une arme nucléaire, est très nettement passé au second plan, du moins pour l'instant. Cet objectif n'est au second plan que si l'on pense que l'Iran possède encore la capacité de construire quelque chose de ce genre. Et maintenant, la grande question est de savoir combien de temps l'Iran peut tenir sous ce nouveau siège qui doit désormais durer éternellement. Éternellement demeure l'un de ces mots merveilleusement souples en géopolitique. C'est en quelque sorte une guerre des mots. Mais je pense que sur le terrain, ce que nous voyons, c'est que l'Iran a perturbé le commerce. Il y a des débats sur le nombre de barils de pétrole qui traversent le détroit d'Ormuz. Certains rapports, notamment ceux provenant de notre propre secrétaire à l'énergie, indiquent que certains navires éteignent leurs transpondeurs et parviennent, presque clandestinement, à faire sortir du pétrole du détroit d'Ormuz. Mais je pense que nous pouvons certainement constater, à travers les prix de l'essence auxquels nous sommes confrontés ici, qu'une partie du commerce mondial et du commerce pétrolier a été perturbée et que cela a un effet sur les prix. Rien ne clarifie mieux un différend géopolitique abstrait qu'un chiffre lumineux affiché sur une pompe à essence. Je pense que la question plus large pour l'administration Trump sera de gérer nos objectifs stratégiques et l'objectif a toujours été d'obtenir un meilleur accord que le plan d'action global commun dont la première administration Trump s'était retirée. Cela concerne le programme nucléaire iranien et ses missiles balistiques. Si nous ne parvenons pas à amener l'Iran à négocier de bonne foi, nous devrons probablement recourir à de futures frappes militaires. Je pense que beaucoup de gens diraient qu'une grande partie de ces objectifs a été atteinte compte tenu de la forte dégradation des capacités militaires et navales de l'Iran. Comme toujours, la diplomatie est invitée à la table pendant que l'artillerie reste stationnée juste à l'extérieur. Et c'est pour cela que des navires réussissent à sortir du détroit d'Ormuz malgré ce que dit l'Iran. L'Iran affirme publiquement qu'il exerce un contrôle total. Mais comment pourrait-il même savoir ce qui se passe ? Il ne dispose plus de la marine ni de l'armée de l'air qu'il possédait avant le début de tout cela. Il ne sait pas ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et personne ne sait ce qui arrive à un navire qui coupe son transpondeur et qui est guidé hors de cette zone au milieu de la nuit.
Un navire qui disparaît des écrans possède la qualité très pratique de pouvoir devenir exactement ce dont chaque camp a besoin. Mais la prochaine phase va entièrement tourner autour de l'argent et elle va faire quelque chose que l'Iran ne peut pas arrêter. Nous sommes passés de la fureur épique à la fureur économique et, sur ordre du président, le niveau a encore été relevé. D'autres annonces sont attendues la semaine prochaine, car des mesures vont être appliquées comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de l'isolement économique imposé à un pays. Apparemment, même la fureur existe désormais en plusieurs gammes, avec une édition économique destinée aux stratèges les plus exigeants. L'isolement économique du pays, ils vont complètement couper l'Iran du système financier, parce que tout l'argent que gagne l'Iran va directement à son appareil militaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique contrôle actuellement la majorité des entreprises en Iran. Tout argent, toute activité économique dans le pays profite à un régime militaire qui a promis d'être hostile et qui se montre hostile envers toute cette région depuis 47 ans. Quand l'économie devient un champ de bataille supplémentaire, chaque facture commence à ressembler étrangement à une munition. Mais c'est pas la seule chose sur la table. Le président Trump a déclaré qu'il allait, selon ses propres mots, rester discret sur l'Iran pour l'instant, préférant exercer actuellement une forte pression économique sur l'Iran plutôt qu'une pression militaire. La question est de savoir combien de marge il nous reste pour continuer simplement à isoler économiquement l'Iran et combien de temps cela pourra encore fonctionner avant qu'il soit nécessaire de recourir éventuellement à d'autres moyens militaires. Rester discret est une description intéressante pour un blocus conçu afin d'étrangler toute une économie. Je pense que nous sommes presque dans une guerre d'usure économique. L'Iran veut imposer un prix à l'économie mondiale, tandis que nous avons effectivement placé l'Iran sous blocus et profondément ébranlé son économie. Sa monnaie est en chute libre, et cela a une incidence sur les sommes dont l'Iran disposerait pour reconstituer son programme de missiles balistiques, qui a été en grande partie détruit. Il reste toutefois suffisamment de missiles dispersés à travers le pays pour causer certains dommages à nos bases dans la région. La guerre d'usure économique possède l'avantage élégant de paraître clinique pendant que tout le monde regarde les chiffres saigner. Je pense que c'est ce à quoi l'administration Trump doit réfléchir. À un moment donné, devons-nous reprendre et continuer les frappes ? Aussi efficaces que nos frappes aient pu être, elles n'ont pas amené l'Iran à négocier de bonne foi. Ce type d'accord ne semble donc pas devoir se concrétiser. Il ne semble pas que l'Iran soit disposé à négocier de bonne foi à quelque moment que ce soit dans un avenir proche. La table des négociations reste ouverte, même si les chaises semblent placées exceptionnellement près des boutons de lancement. Ils viennent de violer le protocole d'entente signé par le président Trump et leur président, et ils l'ont violé en l'espace de 3 jours. Pendant toute cette période de cessez-le-feu, ils n'ont jamais rien fait qui mène véritablement vers la paix. Ils se sont achetés du temps, ils ont tenté de reprendre l'offensive afin d'obtenir un meilleur accord. Cela n'a pas fonctionné. 3 jours, c'est au moins efficace. Personne n'a eu besoin d'attendre longtemps pour découvrir la solidité réelle du protocole d'entente. Et maintenant, ils jouent leur carte d'Ormuz, si l'on veut l'appeler ainsi, en tentant de couper l'économie mondiale. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens militaires nécessaires pour soutenir leurs revendications sur le détroit d'Ormuz, moyens dont ils auraient besoin pour faire exploser le prix du pétrole. Le baril n'est pas à $200. Il n'est pas à $300. Nous ne sommes pas dans une dépression mondiale où les pays du monde entier supplient le président Trump de simplement capituler parce que l'Iran a gagné. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. La carte d'Ormuz est certainement spectaculaire, même si une carte perd un peu de son effet lorsque tous les joueurs à la table savent exactement ce qui est imprimé dessus. La seule question maintenant est de savoir combien de temps l'Iran va essayer de tenir. Je suis certain que le président sollicite sa communauté du renseignement pour examiner la manière dont l'Iran réagirait aux différentes options politiques dont nous disposons. Et peut être que, dans les semaines et les mois à venir, le président réévaluera d'autres options. Mais pour l'instant, nous allons accroître la pression, continuer à accroître la pression sur l'économie iranienne. Quand tout le monde promet de monter la température, on finit par se demander qui est encore responsable du thermostat. Le secrétaire Exet affirme que les États-Unis peuvent essentiellement maintenir l'Iran isolé indéfiniment grâce au blocus, simplement en faisant alterner les navires. Mais
La question demeure, pendant combien de temps ? L'administration Trump devra continuer à réexaminer et à évaluer ces options et déterminer à quel moment il pourrait devenir nécessaire de reprendre les frappes militaires. Il semble donc que indéfiniment dure exactement jusqu'au moment où une autre option devient plus séduisante. Nous connaissons la réponse à cette question. Au cours de la prochaine année et demie, les pipelines et les routes terrestres contournant le détroit d'Ormuz seront achevés par des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Irak. Ainsi, dans 1 an et demi, le détroit d'Ormuz deviendra sans importance. Peu d'atouts stratégiques apprécient de découvrir que le génie civil vient d'entrer dans la partie. Cette idée d'un blocus naval américain indéfini n'a pas besoin d'être indéfini, au sens où il devrait durer jusqu'à la fin des temps. Il doit simplement durer jusqu'à ce que le détroit d'Ormuz cesse d'exister en tant qu'atout stratégique que l'Iran pensait pouvoir utiliser pour exercer une pression sur les États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat. L'éternité géopolitique a donc été révisée à environ 10 à 8 mois, sous réserve du calendrier des travaux. Les affirmations des États-Unis selon lesquelles les navires traversent normalement le détroit d'Ormuz sont décrites par l'Iran comme sans fondement, comme démontrant ce que l'Iran qualifie de désespoir et d'impuissance de l'armée américaine, et comme n'étant que mensonge et fausseté. L'Iran maintient que le détroit d'Ormuz demeure sous la gestion et le contrôle complet de la République islamique d'Iran. À ce stade, le contrôle total semble dépendre surtout de la conférence de presse à laquelle on a assisté ce matin-là. L'Iran affirme exercer un contrôle complet sur le détroit. Cela survient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères lance un avertissement, affirmant que les États-Unis ont longtemps commis de mauvais calculs en raison de défaillances du renseignement. Selon la lecture iranienne, la guerre en Iran représente maintenant un mauvais calcul encore plus important dans le détroit d'Ormuz. Ces déclarations musclées interviennent après que le président Trump a affirmé que les États-Unis exerçaient un contrôle total sur cette voie maritime et qu'il pensait que les États-Unis allaient le conserver. Rien n'illustre mieux la clarté stratégique que 2 gouvernements déclarant simultanément que l'autre camp est complètement perdu. À mon avis, les 2 camps ont certains éléments à faire valoir. Lorsque nous avons clairement un blocus naval et que rien ne peut entrer dans un port iranien ni en sortir, que nous avons fait rebrousser chemin à 55 navires, neutralisé 3 navires et abordé 2 autres, cela constitue bien une forme de contrôle. Il n'y a aucun doute là-dessus en ce qui concerne précisément ce trafic et c'est considérable en soi. Les chiffres ont cette habitude pratique de sembler moins argumentatifs que les slogans, même lorsque tout le monde se dispute sur leur signification. La deuxième chose que font les États-Unis, c'est que nous avons réussi à déminer plus d'une route dans le détroit d'Ormuz. Évidemment, cela entraîne aussi des conséquences à long terme. Contrairement aux communiqués, les mines sont notoirement indifférentes aux revendications rhétoriques de souveraineté. Et avec la dégradation des capacités navales iraniennes, une fois qu'une zone du détroit d'Ormuz est déminée, l'Iran n'a plus la capacité d'y retourner pour poser de nouvelles mines, qui constitueraient une menace pour les pétroliers souhaitant en sortir. Un échiquier maritime devient nettement plus simple lorsqu'un camp commence à manquer de pièces. Ensuite, nous faisons transiter des navires par la route du Sud, au large des côtes d'Oman, et le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, s'en charge. Les transpondeurs sont normalement éteints afin d'éviter de révéler leur position, généralement la nuit, et nous les protégeons aussi pendant leur transit. Ces passages sont effectués et achevés en toute sécurité, et évidemment leur nombre a progressivement augmenté pour atteindre un total à 2 chiffres de navires. Rien n'évoque mieux un transit commercial normal que l'obscurité, des transpondeurs silencieux et une protection militaire. Voilà donc la réalité concernant ce que contrôlent les États-Unis. Ce que font réellement les Iraniens relève moins du contrôle que de l'influence exercée sur les propriétaires de navires par l'intimidation et la coercition. Parfois, le contrôle se mesure en navires, parfois il se mesure au nombre de capitaines qui décident de ne pas vérifier la théorie. Ils intimident les gens, ils exercent des pressions, ils menacent. Ils ne sont pas réellement capables de faire grand-chose pour donner suite à ces menaces. Mais il ne faut pas oublier qu'il suffit d'un seul drone. Il suffit d'un seul objet lancé contre un navire dont la construction coûte des millions de dollars et les gens perdent leur investissement. Les gens ne veulent donc pas perdre leur investissement.
Les mathématiques de l'assurance peuvent parfois accomplir ce que des flottes entières n'arrivent pas à faire, rendre soudainement tout le monde très prudent. En même temps, chaque fois que l'Iran fait quelque chose, qu'il passe aux nouvelles et s'adresse à sa propre population comme nous venons de le voir, en affirmant qu'il est en train de gagner, qu'il va continuer ainsi éternellement et qu'il est prêt à tenir indéfiniment, les médias américains hostiles au président et qui veulent voir notre pays échouer regardent cela et le présentent comme une source faisant autorité qui prouverait que Trump a perdu et qu'il n'a aucun plan. Dans la guerre moderne de l'information, chaque microphone peut aussi servir de plateforme d'armes stratégiques. Il reste encore un nombre important de propriétaires de navires et de capitaines présents dans la région qui ne veulent pas traverser le détroit en raison des menaces iraniennes. Cette menace est réelle et elle est certainement présente dans leur esprit. Ils savent maintenant qu'ils peuvent emprunter la route du Sud, nous avons démontré qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, mais dans leur esprit, le risque demeure encore trop élevé. Une route sûre, que les gens ont encore peur d'emprunter, est l'un de ces paradoxes que les marchés comprennent parfaitement. Il s'agit donc moins du contrôle revendiqué par l'Iran que de son influence et de la menace de perturber le détroit d'Ormuz. Voilà la différence. Le contrôle exige parfois des navires et des armes. L'influence, elle, peut parfois se contenter de suffisamment de doutes. Le secrétaire à l'énergie est intervenu et a affirmé qu'en moyenne, 8 à 9 millions de barils de pétrole par jour traversent actuellement le détroit. C'est ce qui a poussé les Iraniens à répondre. Nous préférerions 20 millions de barils, mais ils ont affirmé que nous en faisions passer. Nous avons dit que nous les faisions passer sans beaucoup de publicité. Cela montre donc qu'il se passe effectivement quelque chose. 8 ou 9 millions de barils peuvent apparemment servir à la fois de preuve de réussite et de preuve d'échec, selon la personne qui occupe le podium. Actuellement, dans cette situation d'attente, les Iraniens estiment avoir l'avantage. Le président estime avoir l'avantage. Pour ma part, je pense que les États-Unis ont effectivement l'avantage. L'avantage stratégique connaît manifestement une demande exceptionnelle. Tout le monde semble en posséder un. Mais l'Iran pense avoir un atout caché dans sa manche, parce que il voit approcher les élections américaines de mi-mandat, il voit arriver la montée du communisme aux États-Unis. On voit ces candidats qui souhaitent voir l'Amérique perdre aussi souvent que possible, et qui sont favorables à leur cause, qui pourraient accéder au pouvoir au sein de notre gouvernement et qui pourraient entraver les efforts du président visant à poursuivre ce qui est désormais une mission de sauvetage humanitaire, non seulement pour les navires dans le détroit d'Ormuz, mais aussi pour le peuple iranien, soit 91 millions de personnes essentiellement retenues en otage par leur propre gouvernement. Les calendriers électoraux possèdent un talent remarquable pour devenir des variables militaires sans jamais quitter le mur. La vérité, c'est que ce que les Iraniens ont fait en prenant le contrôle du détroit, en le perturbant et en exerçant leur influence à partir du 2 mars, juste après le début de la guerre, le 28 février, a eu un impact. Évidemment, nous sommes arrivés à un cessez-le-feu le 7 avril. La raison était de négocier avec les Iraniens au sujet de la réouverture du détroit d'Ormuz et de leur donner une chance. Un cessez-le-feu peut être la paix, un moyen de pression ou simplement un entracte, selon la personne qui tient le programme. Ils ont eux-mêmes lancé ces discussions parce qu'ils voulaient que la guerre s'arrête, et la guerre a-t-elle repris de manière significative? Non. Ont-ils donc atteint leur objectif en agissant ainsi? Oui. Nous sommes entrés dans une phase diplomatique, et nous y sommes toujours 4 mois plus tard. C'est la réalité. 4 mois de diplomatie, c'est suffisamment long pour permettre à tout le monde de parler simultanément de progrès et de frustration. Le président est frustré par cette phase parce qu'il a conclu que les Iraniens mentent, qu'ils trichent, qu'on ne peut pas traiter avec eux et qu'ils sont fous. Ce sont les conclusions du président concernant cette phase diplomatique. La diplomatie devient généralement beaucoup moins diplomatique lorsque la patience quitte la pièce. Et maintenant, le secrétaire à la guerre affirme publiquement que le blocus pourrait se poursuivre indéfiniment alors que nous avons un calendrier en place. Une fois que ces pipelines et ces routes terrestres seront tous opérationnels, le blocus pourra prendre fin. Le blocus indéfini possède donc finalement un mécanisme d'expiration. Il existe donc 2 issues possibles. La première consiste à reprendre des opérations militaires à grande échelle. Ponts, centrales électriques, tout cela.
Espérons que cela n'arrivera pas. Espérons que la paix l'emporte. Mais si l'Iran lance des attaques, cela pourrait tout de même se produire. Espérons que nous n'en arriverons pas là. Le menu propose la diplomatie ou l'escalade, et chacun affirme publiquement qu'il préférait vraiment éviter de commander le deuxième plat. Mais supposons simplement que les combats soient terminés et que le blocus demeure. Dans 2 ans, plus personne ne se souciera du détroit d'Ormuz. Un pays comme la Chine, qui entretient des relations amicales avec l'Iran et lui achète tout son pétrole, pourrait encore obtenir ce pétrole en le faisant passer par le détroit d'Ormuz. Très bien. La géographie stratégique peut être redoutable jusqu'au moment où quelqu'un construit une route permettant de la contourner. Mais la capacité de ce régime à exercer une quelconque pression sur l'économie mondiale aura complètement disparu. Sa capacité à menacer l'économie mondiale disparaîtra donc. Sa capacité à lancer des missiles balistiques a déjà disparu. Et sa capacité à construire un programme nucléaire a également disparu. Un à un, les prétendus leviers de pression sont décrits comme si quelqu'un retirait les touches d'un clavier de plus en plus vide. Alors, que leur reste-t-il si tout cela emprunte la voie pacifique? Exactement les mêmes choses qui leur resteraient finalement s'ils décidaient de reprendre les opérations de combat. Je ne vois donc aucune issue qui puisse se terminer favorablement pour eux si ce même régime reste au pouvoir. Quand toutes les routes disponibles sont présentées comme menant à la même destination, le débat porte surtout sur le coût du voyage. Mais voici ce que vise l'Iran. La pression économique est renforcée. Ce que fait le secrétaire Bessan dans cette fureur économique épique, vraiment épique, est très important, et davantage de détails à ce sujet seront révélés. Lorsqu'on ajoute cela au blocus, la situation devient extrêmement spectaculaire. Il n'y aura plus d'argent. La fureur économique épique a incontestablement le son d'une politique monétaire qui vient de découvrir l'éclairage théâtral. Personne ne sait si cela va forcer les Iraniens à céder ou non. Je pense même pas que les Iraniens le sachent eux-mêmes. Je pense que ce que veulent faire les Iraniens, c'est résister à tout cela. Ils ne se soucient pas des souffrances de leur population. Ils pensent pouvoir tenir. Ils estiment que le temps joue en leur faveur et qu'ils pourront traverser cette période du mieux qu'ils peuvent. Je crois que c'est leur première intention. Le temps est toujours revendiqué comme allié dans les longues confrontations. Malheureusement, il n'a jamais signé de contrat d'exclusivité. Leur deuxième intention, à mesure que nous nous rapprochons des élections de mi-mandat, sera probablement d'accroître les activités violentes et agressives, en estimant que l'administration ne réagira pas de manière significative parce que cela ferait augmenter les prix du pétrole avant l'élection. Ce serait une nouvelle fois une erreur de calcul fondamental de leur part, parce que le président dispose de nombreux outils. Rien ne complique davantage la planification militaire que de découvrir que l'urne électorale vient, elle aussi, de rejoindre la chaîne de commandement. Et quelle autre chose avons-nous vu il y a seulement quelques semaines? Des opérations de combat avaient lieu parce que l'Iran lançait des choses qu'il n'aurait pas dû lancer contre des voisins pacifiques et des navires pacifiques. Les États-Unis ont agi pour y mettre fin. Puis ils sont revenus, ont rappelé le président et ont déclaré vouloir reprendre les négociations. Le téléphone demeure étonnamment résistant comme instrument diplomatique après que les missiles ont eu leur tour. L'Iran a donc fait un mauvais calcul chaque fois qu'il a intégré l'usage agressif de la force dans cette équation. S'il pense pouvoir rassembler un grand nombre d'armes pour une opération qui pourrait avoir lieu en octobre, juste avant les élections de mi-mandat, afin de provoquer un événement de type signe noir qui ferait basculer l'élection en faveur des communistes et éliminerait complètement Trump en ce qui concerne sa capacité politique à protéger l'Amérique, ce serait une erreur de calcul. Un signe noir, soigneusement inscrit au calendrier plusieurs mois à l'avance, perd tout de même un peu de sa célèbre spontanéité. Pendant ce temps, alors qu'ils essaient d'accumuler suffisamment de moyens pour atteindre un point où ils pourraient exercer leur force d'une manière significative, capable d'attirer l'attention du monde entier, ce blocus continuera simplement à faire son travail.
Les blocus possèdent cette étrange qualité d'être spectaculaires, précisément parce que l'essentiel de leur travail consiste simplement à continuer d'exister. Les nouveaux aspects économiques de cette stratégie seront dévoilés très prochainement. Nous allons voir se produire en Iran des choses que personne n'aurait cru possibles, des choses qui n'ont jamais été observées au cours d'aucune opération de siège dans laquelle un pays en bloque un autre dans toute l'histoire mondiale. Chaque fois qu'on promet à l'histoire quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant, l'histoire sort généralement discrètement son carnet. Et l'espoir ici est de sortir le peuple iranien de cette situation et de permettre à l'économie mondiale d'en sortir aussi de la manière la plus pacifique possible. Il faudra voir si l'Iran le souhaite. Il faudra voir s'il veut réellement négocier d'une manière significative ou s'il ne le fera tout simplement jamais et si nous ne pouvons jamais lui faire confiance parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a signé s'est révélé ne pas valoir le papier sur lequel c'était écrit. Et ainsi, après les flottes, les missiles, les pipelines, les sanctions et la fureur économique, tout revient finalement au plus ancien des luxes diplomatiques, faire confiance à une signature. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.